donc, sur la question de la modélisation textuelle, le texte comme données, je passe rapidement. Et donc, je vais surtout m'attarder sur le fait que chaque fragment dans un texte peut être qualifié sémantiquement, non pas pour une lecture linéaire, comme c'est le cas pour certains textes et certains domaines, comme l'a proposé Marcello, mais aussi pour des lectures plutôt enrichies et des lectures tabulaires, comme le permettent les environnements web ou les environnements numériques. Et puis, ce que je vais essayer de montrer, c'est que l'édition, c'est une scénarisation justement à travers des modèles textuels. Et donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne à travers plusieurs exemples. C'est un préambule important d'avoir ça en tête parce que en fait, c'est tout le travail qui a été fait à travers les différents projets que je vais montrer, où vraiment il y a eu à chaque fois une articulation entre des propositions techniques qui se faisaient vraiment au regard d'approche éditoriale, donc avec des éditeurs et des éditrices. Alors, autre préambule sur la question des expérimentations, déjà parce qu'on peut se placer dans différents domaines. Est-ce qu'on est vraiment dans un domaine expérimental? Alors, je parlerai d'une part de duplication, c'est-à-dire que souvent, on reproduit un comportement par un autre moyen. C'est le cas notamment du logiciel libre et des approches comme Marcello l'a mentionné entre la différence du format DocX ou du format ODT. Globalement, on va retrouver en fait des environnements extrêmement proches. C'est juste qu'on va déplacer en fait certaines configurations avec des logiciels libres plutôt que des logiciels propriétaires. Et finalement, on ne va pas repenser le modèle éditorial en soi. Deuxième contexte ou deuxième situation dans le cadre d'une expérimentation, ce sera un glissement, c'est-à-dire la reproduction d'un comportement dans un autre environnement. Et là aussi, on peut retrouver avec le logiciel propriétaire et le logiciel libre des différences quand même un peu plus fortes, non pas en se plaçant du côté, par exemple, de LibreOffice et de Microsoft Word, mais avec des logiciels qui vont faire un pas de côté en proposant des fonctionnements un peu différents. On peut penser par exemple à GIMP par rapport à Photoshop, qui ont quand même deux approches différentes pour faire sensiblement la même chose. Et puis, une dernière catégorie d'expérimentation, ce sera une catégorie plus radicale, où cette fois, il s'agit de modifier le comportement et le moyen conjointement. Et donc cette fois, il ne s'agit pas de reproduire un fonctionnement qu'on connaît déjà dans un autre environnement, mais de le repenser complètement. Et on va voir que c'est le cas en partie dans certaines des expérimentations que je vais montrer, mais je voulais commencer, c'était important de bien garder en tête ces trois différents niveaux en fait, d'expérimentation qui peuvent se retrouver dans différents projets. Enfin, juste pour finir aussi sur les préambules, pour situer un petit peu la recherche et ce que je vais présenter là, je le fais soit en tant que chercheur, et donc il s'agit vraiment d'observation scientifique, même si je peux être aussi intégré dans les projets que je vais présenter, mais il s'agit aussi parfois d'interventions techniques, et d'interventions techniques avec un statut particulier, puisque j'ai pu le faire en tant que doctorant, mais aussi en tant que prestataire, en tant que contributeur, en tant que chercheur. Et ça change beaucoup de choses aussi, on le verra, sur les dispositions et sur les recherches de solutions avec les éditeurs et les éditrices sur les différents projets. Alors, j'en arrive au plan de ma présentation. L'idée, c'est d'aborder trois projets très différents qui ont par contre une approche, vous verrez, qui se croise et qui se rejoint, et donc d'aborder ces trois axes-là, le déplacement des contraintes et l'apprentissage technique. Donc, je vais vous parler d'un premier livre, qui est un livre qui est dirigé par Natalia Guerrellus, qui fait partie du laboratoire ici, Marge, et qui a mené ce projet-là. Ensuite, on va parler de balisage sémantique et de commande de composition et de décalage incompressible. Et donc là, il s'agit d'un livre qui est en train d'être édité aux presses de l'Université de Rouen en Normandie, qui est un livre de Marcello. Et enfin, la question de la séparation radicale des étapes d'édition, un livre sans contenu pour d'interrogation. Et là, on va parler d'un livre qui est une espèce de recueil de textes suite à un colloque qui est mené par Anne Reverso, qui travaille à l'Université de Louvain en Belgique, sur le projet qui s'appelle Engine. Avant de vous présenter ces trois projets en fait ont en commun d'appliquer une chaîne de traitement qui est assez similaire, qui est celle-là. Donc c'est pour ça que je m'arrête un petit peu sur cette chaîne pour vous la montrer, où on va rencontrer une séparation assez forte justement entre le contenu et les possibles mises en forme. Alors, ce schéma, il est à la fois simple et complexe. Il est en anglais, c'est pour ça que c'est marqué content sur le côté. Et donc, on va retrouver ici déjà toute la partie contenu qui est strictement en fait distinguée du reste de la chaîne et des différentes opérations qui vont être appliquées en fait sur ces contenus. Donc, on va retrouver des textes, comme on l'a dit, aussi des métadonnées et éventuellement des médias, donc du son, des images, etc.
Donc, il y a des règles de conversion qui vont être appliquées sur les textes et sur les métadonnées, avec l'application de ce qu'on va appeler des gabarits, donc des templates, pour pouvoir en fait structurer ces informations. Donc là, il n'y a même pas l'idée d'avoir un rendu graphique final, hein, il s'agit uniquement de structurer ces informations pour ensuite pouvoir les transformer et cette fois d'appliquer une feuille de style pour ensuite obtenir plusieurs formats de sortie. Là, j'en ai mis 3, mais on pourrait en imaginer d'autres, hein, comme un PDF, un site web et une sortie XML. On pourrait imaginer aussi, à travers cette chaîne-là, de pourquoi pas développer une API, par exemple, pour pouvoir donner accès à ces différentes données. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire avec Marcello à Rouen et avec toute l'équipe pour un catalogue d'éditeurs. Donc ce schéma, il est très important à bien comprendre parce qu'on va avoir des règles de conversion et de transformation qui vont s'appliquer à différents moments et qui vont venir s'ajouter avec la distinction très forte entre l'application d'un gabarit qui concerne la structure des contenus et l'application d'une feuille de style qui va permettre en fait à cette structure d'avoir un rendu graphique. Alors maintenant que c'est dit, on va rentrer un petit peu dans ces différents projets. Donc le premier s'appelle Colonialisme et colonialité, théorie et circulation en portugais et en français. Il est dirigé par Natalia Guirelus. Et donc on va aller le voir, hein, comme ça on va regarder au fur et à mesure ces différents projets. Donc c'est un projet Natalia m'a sollicité pour travailler avec ce projet-là, après avoir discuté avec différentes personnes. Et donc là, l'idée, c'était de monter tout simplement un site web et une version PDF d'un livre qui est dans 2 langues, donc qui est en portugais et en français. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, on peut à chaque fois aller consulter les différents textes qui sont répartis dans différentes rubriques. Alors, je vais rester en français car je ne parle pas du tout portugais. Et donc, voilà, donc on retrouve certaines catégories pour pouvoir accéder à ces textes qui ont en fait une structure relativement classique, hein, avec un résumé qui est ici, et ensuite le texte avec l'accès à certains outils de navigation, notamment un petit plan du texte lui-même, et puis le lien vers la version portugaise, et à la fin, un certain nombre de références bibliographiques qui sont appelées en notes, si je me souviens bien. Je crois. Voilà. Rien de très exotique par rapport à la façon dont le projet a été pensé et a été construit, si ce n'est qu'en parallèle, il y a aussi l'accès à une version PDF, qui est une version PDF qui est produite simultanément en même temps que la version web. Et donc, l'idée, c'était de faire ce qu'on appelle du single source publishing, c'est-à-dire de pouvoir produire à partir d'une même source 2 formats différents. Ce qui est à la fois pas très original, mais compliqué à mettre en place, notamment quand on fait des sorties imprimées, parce qu'on a des contraintes très fortes en termes de composition des pages. Alors là, le choix a été fait, notamment sur la composition de ce PDF, d'avoir justement une mise en page générative. On en reparlera un peu plus longuement sur le dernier projet que je vais vous présenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de gestion fine de la composition typographique. Le choix a été fait de vraiment produire une version entre guillemets bas niveau de ce format-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout sur l'intervention d'une infographiste qui gérerait notamment toutes les césures, etc. Là, par exemple, on a un le qui se balade, on l'a laissé volontairement comme ça pour justement pouvoir produire facilement ce format-là et de voir un petit peu ce que ça comportait. Et je le dis parce qu'on va voir ce que ça fait justement d'avoir ce souci typographique sur d'autres projets. Donc, on a une chaîne modulaire qui fonctionne selon le schéma que je vous ai présenté. Alors, je peux détailler un petit peu les questions techniques qui sont derrière tout ça, mais l'idée, avant que je vous explique ça, c'était vraiment que l'éditrice, donc Natalia Guirelus, puisse en fait elle-même modifier et éditer les textes. Donc, les auteurs et les autrices des textes les ont fournis dans un format classique Word. On s'est chargé de faire une conversion et on a retenu, pour plein de raisons, mais ça aurait pu être un autre format, on a retenu un format de balisage léger qui s'appelle Markdown et qui permet en fait de pouvoir structurer un texte très facilement. Et, Laurent pourra, je vous dis juste, votre micro est allumé, donc si, au cas où, si vous parlez, on vous entendra. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que ça permettait en quelques heures à Natalia en fait, de pouvoir apprendre à utiliser autre chose qu'un traitement de texte pour structurer du texte de façon très basique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments à identifier, on n'est pas dans l'édition critique, hein.
il y avait des paragraphes, des citations longues, des listes, des notes de bas de page, etc. Donc, en 2 heures, en fait, on peut maîtriser ce format-là et on lui a mis dans les mains en fait une interface en ligne pour pouvoir modifier les textes. Et on a en fait créé, alors je dis on parce qu'il y avait aussi Amélie Dumont, qui est une graphiste qui a travaillé avec moi. Donc on a mis en place en fait des espaces intermédiaires d'édition pour qu'elle puisse en fait modifier les textes sans problème et avoir une prévisualisation du résultat. Ça, c'était aussi très important, c'est qu'elle puisse en fait à chaque fois voir le résultat et pouvoir modifier en fait le texte avec quand même une version composée en ligne qui lui donnait une idée un petit peu du texte mis en forme. Et puis ensuite, on a développé une autre version au grand public, qui est la version, donc l'URL que vous voyez là, qui permet en fait d'accéder au livre de façon totalement publique. Alors, on a essayé de limiter le plus possible les dépendances technologiques. Pourquoi? Parce que moi, je suis intervenu sur ce livre en tant que prestataire, enfin, même si le montage financier était un peu complexe, mais globalement, on peut dire que j'intervenais depuis le Canada pendant mon doctorat en tant que prestataire extérieur, avec un regard, vous vous en doutez, très intéressé sur la partie recherche également. Donc, on a beaucoup échangé, Natalia, sur les choix techniques, sur les méthodes qu'on pouvait utiliser, etc. Mais j'intervenais principalement ici comme avec une commande précise qu'il fallait honorer et je savais que par la suite, n'étant pas impliqué dans le projet de recherche, je ne serais plus là pour pouvoir en fait suivre tout ça et pour pouvoir mettre à jour le livre. Donc l'idée c'était qu'elle puisse être la plus indépendante possible, de faire héberger en fait tout le code source et toute la production de la version numérique, donc de la version web, par la MSH de Lyon Saint-Étienne pour que moi, une fois que c'est fini, je puisse quitter en fait le projet et de savoir où sont tous les éléments. Donc c'est pour ça que je parle d'une indépendance technologique. Et pourquoi elle est relative? Parce que quand même, pour faire fonctionner la chaîne et pour pouvoir reproduire à chaque fois le site web et la version paginée, ça demande quand même quelques contraintes techniques. On a créé une petite documentation pour essayer d'accompagner au maximum, pour se dire si quelqu'un d'autre revient, on pourra le faire et ce sera possible. Tout ça pour dire que le résultat de ce projet-là, il est quand même, comment dire, j'essaie de le contraster un petit peu parce que même si on avait la volonté vraiment de créer une forge d'édition relativement indépendante, on était conscient avec Natalia et avec Amélie que quelque part, il y avait aussi un certain nombre de compétences techniques qui étaient nécessaires pour pouvoir refaire des livres et que si on oubliait les logiciels classiques type traitement de texte et logiciels de publication assistés par ordinateur comme InDesign, on remettait une dépendance technologique légèrement déplacée. Donc ça, c'est pour le premier projet. Juste pour vous dire aussi qu'il y avait tout un projet qu'on n'a pas développé d'annotation du texte ici, qui est un volet qu'on n'a pas poussé jusqu'au bout. Et donc, juste pour vous dire ce qui était prévu aussi, parce que ça a beaucoup joué sur la façon dont on a construit en fait tout le projet. L'idée, c'était de pouvoir en fait annoter le texte et de pouvoir réintégrer ces annotations dans le projet. La limite, et c'est la limite que je présenterai sur le dernier projet aussi, c'est la limite aussi de la gestion éditoriale du projet. C'est-à-dire que dans ce projet, finalement, il n'y avait pas vraiment d'éditeur ou d'éditrice. C'est-à-dire que Natalia a dirigé le projet, elle a fait un travail d'édition exceptionnel sur les textes, etc. Par contre, il n'y avait pas d'entité qui a porté en fait ce projet-là à proprement parler. Et on verra ce que ça peut faire sur les autres projets par la suite. Deuxième projet, donc j'ai intitulé Entre balisage sémantique et commande de composition. Là, c'est un livre de Marcello Vitali Rosati qui est en cours de finalisation du côté des presses universitaires de Rouen et du Havre, qui s'appelle C'est la matière qui pense pour une philosophie de l'édition. Et donc là, j'en parle parce que là, on a mis en place toute une série d'outils et de processus encore différents qui nous ont appris encore d'autres choses. Donc là, je suis intervenu sur le projet cette fois en tant que chercheur doctorant. Et donc là, il y a un suivi beaucoup plus fort du projet. Il y a toute une équipe derrière aussi. On n'est pas juste deux. Il y a pas mal de personnes qui travaillent à la chaire d'excellence en édition numérique sur ce projet-là, avec les presses de l'université, les presses universitaires de Rouen et du Havre. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que c'est un livre fait avec le pressoir. Alors, le pressoir, vous ne savez pas ce que c'est, donc je vais vous en dire 2 mots rapides. Le pressoir, c'est une chaîne d'édition en fait qui a été mise en place par plusieurs personnes, dont la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, donc avec Marcello et avec d'autres personnes,
pour en fait pouvoir produire des livres enrichis au format web, donc qui ressemblent exactement à la documentation que je suis en train de vous présenter là, et qui sont utilisés plus spécifiquement par deux structures d'édition, la collection Parcours numérique des presses de l'Université de Montréal et les ateliers de sciences publiques, qui est une structure d'édition qui est séparée entre la France et le Québec, mais qui actuellement est une équipe plus fortement française. Et donc, le but, c'est quoi de cette chaîne-là? C'est de pouvoir produire facilement, en fait, des objets comme celui-là, c'est-à-dire un livre web, un site web, sur lequel on peut aller naviguer de façon très classique. Je veux dire, là, il n'y a rien de très, très exceptionnel, sauf qu'on peut intégrer, en fait, un certain nombre d'enrichissements. Donc là, par exemple, on a un petit bloc ici qu'on peut dérouler. On peut prévoir pas mal de choses différentes. Et je peux vous montrer très rapidement ce que ça donne avec les ateliers de sciences publiques pour que vous ayez une petite idée de ce que ça représente. Alors, je vais choisir complètement au hasard Fabrique de l'interaction parmi les écrans. Et donc, ce livre-là, il présente une complexité très forte parce qu'en fait, c'est un texte extrêmement riche qui est disponible en français et en anglais. Et donc, ici, on va avoir énormément de contenus qui viennent s'additionner au texte original. Donc là, par exemple, on a juste un encart qui permet d'en savoir plus. Et puis, on a aussi plein d'éléments, comme ici, en fait, des textes qui peuvent être sur lesquels on peut rebondir. Donc là, par exemple, pour aller vers le glossaire, pour aller aussi vers des index de personnes, etc., etc. Donc on peut intégrer toutes sortes de choses, hein. Je descends un petit peu rapidement, mais il peut y avoir aussi des vidéos, etc., etc. L'idée derrière le pressoir, c'est de pouvoir avoir une structuration très fine des contenus pour pouvoir identifier des différents types d'enrichissement, savoir exactement de quoi il s'agit, de pouvoir éventuellement les créditer aussi, et de pouvoir avoir derrière toute une structure sémantique qui va correspondre à la fois au texte et à ces enrichissements-là. Et puis le pressoir, il permet de produire aussi une version paginée, qui normalement est une version sans les enrichissements, en tout cas dans le cas des ateliers de sciences publiques et de la collection Parcours numérique. Et donc là, si je vais voir le PDF, on va avoir le même texte avec un certain nombre d'éléments qui sont supprimés en fait volontairement pour avoir là en plus c'est le cas d'un format qui est un petit format, c'est un peu plus petit qu'un format A5, qui est un tout petit format qui se veut relativement pas cher aussi pour qu'il puisse être facilement accessible par les communautés, etc. Alors, hop, je reviens juste à ma présentation. Donc, c'est un livre fait avec le pressoir, le livre de Marcello, donc avec les mêmes méthodes, c'est-à-dire de pouvoir tout simplement structurer le livre en chapitres, de pouvoir identifier des enrichissements et de pouvoir les insérer pour ensuite, automatiquement ou presque, j'ai envie de dire, pouvoir générer une version web, une version numérique enrichie et puis une version paginée, imprimée qui ne comportera pas les enrichissements. Alors, c'était une première expérience pour les éditrices, ce sont que des éditrices aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Donc, il y a principalement deux personnes qui ont travaillé dessus. Donc, une éditrice qui a vraiment fait tout le suivi du projet, une autre éditrice qui a travaillé en partie dessus pour des relectures, et puis la maquettiste qui a travaillé avec nous aussi, je vais vous montrer après pourquoi, sur la version imprimée. Alors, l'idée, c'était de pouvoir insérer le pressoir dans une structure qui édite déjà des livres. Ça, c'est très important à souligner parce qu'on se retrouve dans une situation un peu particulière par rapport à Parcours numérique ou aux ateliers de sciences publiques ou à d'autres expériences. En fait, là, il y a déjà un catalogue énorme de presse universitaire et aussi des pratiques et des méthodes très spécifiques. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir voir comment le pressoir pouvait être pris en main et de ne pas faire les choses à la place des éditrices, hein. C'est-à-dire que si la chaire d'excellence est intervenue, c'est vraiment en accompagnement. Donc, ça veut dire que très vite, Anaïs Monchi, qui a travaillé sur le projet au Purache, elle est venue, on a fait plein d'ateliers pour apprendre à utiliser justement la chaîne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pareil, le format Markdown, comme le livre précédent, gérer les enrichissements, faire du versionnement, très important aussi, c'est-à-dire, OK, là, j'ai fait des modifications dans mon texte, comment je déclare ces modifications, comment je peux les suivre sur une plateforme en ligne. Et donc là, on était plutôt sur des dépôts qui sont hébergés par Humanum. Donc, beaucoup de nouvelles méthodes, beaucoup de montées en compétences pour aboutir au final à un livre aussi imprimé que je vous montre ici. Alors, c'est une version de travail, hein, donc soyez pas trop exigeants par rapport à ce que vous allez voir. On est encore en train de corriger un certain nombre d'erreurs, donc je vais essayer de pas trop en montrer avec ton accord, Marcello. Mais
La grosse contrainte qu'on a eue ici, alors je vais passer un peu pour arriver sur des pages de texte plus intéressantes. La grosse contrainte qu'on a eue ici, ça a été de produire une version paginée avec une maquette très précise et aussi des besoins, on va dire, très spécifiques qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux, par exemple, des ateliers de sciences publiques qu'on avait fait ou le projet précédent que je vous ai montré, celui de Natalia Guérelus, où sur la version imprimée, on avait aussi beaucoup plus de latitude, notamment en raison du format. Ici, on est sur un format beaucoup plus petit. Vous voyez, les lignes de texte sont très courtes. Et donc, il a fallu appliquer la maquette qui avait été définie par Sarah Ruel, qui travaille au Purache, pour essayer de coller le plus possible à ce qui avait été défini, puisqu'on arrive aussi à un moment très spécifique pour les Puraches, qui est en fait de repenser la maquette de tous les livres. Et donc, en fait, ce livre-là, c'est le premier qui sort avec la nouvelle maquette, mais c'est le premier aussi qui est produit avec un processus qui n'est pas du tout le processus habituel. Et donc là, on l'a fait avec LaTeX, c'est-à-dire que les sources sont, comme je vous l'ai dit, en Markdown, c'est-à-dire un langage de balisage relativement léger qui permet d'identifier un certain nombre de choses. Par contre, on est sur un texte un peu plus complexe que les textes que je vous ai présentés précédemment. Pourquoi? Parce qu'on a, par exemple, des citations en grec, un peu plus de notes de bas de page, et aussi des blocs de code qui interviennent à certains moments. Le fait que cette maquette soit très serrée a impliqué en fait d'utiliser des fonctionnalités beaucoup plus avancées de LaTeX que ce qu'on pouvait faire par exemple pour les ateliers de sciences publiques. Et donc là, il a fallu intervenir directement dedans pour scénariser, c'est ce que je vous disais au début, les différents comportements. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte assez vite, on le savait déjà avant, voilà, c'est juste pour dire qu'on y a réfléchi à ce moment-là, mais en fait, ça fait longtemps qu'on y réfléchissait. On savait en fait qu'on allait devoir gérer les comportements différemment selon des sorties web et des sorties PDF. Donc là, il a fallu justement définir un certain nombre de règles pour dire, bah voilà, par exemple, ce bloc-là de texte, il va s'afficher de cette façon et ce bloc-là de cette façon-là. Et notamment sur des fonctionnalités qui sont très intéressantes dans certains environnements, mais dont on n'a pas besoin dans d'autres environnements. Et par exemple, pour citer la première fonctionnalité très utile, la citation en grec que vous voyez là, et ben, en fait, pour pouvoir placer l'élément de citation, notamment dans la note de bas de page que vous voyez en tout petit en bas, on utilise un paquet latex spécifique qui permet en fait de pouvoir citer convenablement un texte de Platon. Mais c'est un élément dont on n'a pas forcément besoin dans la version web. Pourquoi? Parce que le texte ne va pas être structuré du tout de la même façon. On ne va pas avoir une note de bas de page, on va avoir une note marginale. Donc on peut avoir une référence complète qui va être sur la marge du texte, sur une composition sur écran, qui pourra ensuite prendre une autre forme sur un plus petit écran. Mais globalement, on est beaucoup moins contraint que ici ce fonctionnement-là qui est celui des purges. Donc il a fallu en fait aller chercher un certain nombre de commandes spécifiques dans la tech pour pouvoir intervenir sur le texte. Et là, on s'est rendu compte que forcément, on était dans deux univers très différents. Marcello l'a expliqué très clairement, c'est-à-dire un environnement plutôt tabulaire, qui va être justement, on va dire, l'esprit du web et l'esprit du langage HTML et de tous les langages de balisage, y compris XML et TUI, où en fait, on peut identifier des éléments et ensuite jouer avec pour les afficher, ne pas les afficher, les mettre en marge, etc. Contrairement à une lecture linéaire imposée justement par la tech, qui là implique des commandes très différentes et surtout qui implique des commandes. C'est-à-dire qu'on ne va plus être sur du balisage de texte. Là, on est sur l'introduction de commandes à l'intérieur du texte. Donc, il a fallu jouer entre ces deux paradigmes assez différents. Et donc, les solutions qu'on a trouvées, c'est d'abord de pouvoir, grâce derrière le pressoir, il y a Pandoc qui intervient justement pour faire des règles de conversion, et Pandoc prévoit en partie de pouvoir scénariser, de pouvoir dire, cet élément-là, je le veux pour la version, par exemple, la sortie PDF, et cet élément-là pour la sortie HTML. Et donc là, on peut baliser à loisir comme on veut. Le problème, c'est que parfois, on peut avoir des doublons, c'est-à-dire qu'on va avoir deux fois la citation, une fois pour la version web balisée de telle manière, et une fois pour la version paginée avec des commandes spécifiques pour la tech. Donc là, on sort un peu du cadre du single source publishing, où finalement, on a toujours une seule source, mais à l'intérieur de la source, on réintroduit en fait ici deux versions différentes. Alors, je retourne sur ma présentation. Ce qui a été possible de faire ici, et je peux peut-être vous montrer aussi en partie ce que ça donne là. Alors, je vous montre une version qui n'est pas du tout, composée, hein. C'est vraiment une version de travail complètement temporaire.
Donc voilà. Et vous voyez ici, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on a effectivement ici un autre environnement de travail qui est celui-là et qui n'est pas du tout la version paginée, mais qui fonctionne dans le sens où on va avoir aussi un rendu graphique qui est celui dédié cette fois à la page web avec, comme je vous le disais, des notes marginales, etc. Alors tout ça va complètement bouger, hein, puisque ça c'est la prévisualisation par défaut du pressoir. Et donc là, on est en train de travailler sur une mise en forme graphique qui sera complètement différente. Donc ça, c'était le deuxième projet. Et puis, je pense que je vais être dans les temps pour présenter le dernier. Alors, le dernier a des liens assez forts avec les deux premiers. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai laissé volontairement dans la présentation du premier projet un point en suspens que je vais pouvoir redéfinir ici. Donc, le dernier projet, c'est un projet qui est aussi en cours de publication, qui s'appelle l'Acte d'image en littérature, qui est dirigé par Servane Monjour et Anne Reverso, donc sur un projet ERC que dirigeait Anne Reverso à l'université de Louvain. Et donc, le projet est publié aux ateliers de sciences publiques et il sera bientôt en ligne. Là, on est en train de finaliser la version imprimeur. Et donc là, elle a été réalisée cette fois avec stylo. Je vais revenir un petit peu pour dire de quoi il s'agit, mais sans le pressoir. Pourquoi je précise qu'il est fait sans le pressoir? Parce que c'est les ateliers de sciences publiques qui le portent. Et donc là, on a en fait, vu la complexité du projet, décidé de ne pas l'utiliser. Pourquoi je parle de complexité du projet? Parce qu'en fait, ce sont des actes d'un colloque qui s'est déroulé il y a un petit peu moins d'un an. L'idée, c'était dans une temporalité très serrée pour publier très vite en fait, les actes de ce colloque-là. Et donc, il réunit à peu près 45 textes. C'est beaucoup de textes. On n'est pas du tout sur un format du type monographie avec 5 ou 6 chapitres. On a beaucoup de textes et donc il y avait tout un enjeu de pouvoir articuler, structurer ces différents textes-là. Et en fait, on a imaginé, avant de penser aux solutions techniques, on a imaginé donc avec Servane, Anne et puis deux autres personnes dont je détaillerai leur intervention sur le livre, on a essayé d'imaginer en fait des parcours de publication qui correspondent en fait aux besoins de ce livre-là et à cette richesse de structuration sur ces différents chapitrages. Donc, complexité d'avoir une cinquantaine de textes et de les organiser dans des grandes rubriques et de pouvoir, en fait, pour les lecteurs et les lectrices, s'y retrouver très facilement. Donc, on a d'abord beaucoup discuté, on a imaginé en fait des ensembles de textes sur lesquels on pouvait naviguer de façon transversale. Je vais pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce qu'on est en train de finaliser la version web aussi, même s'il y a encore un peu de travail. Et donc, on s'est rendu compte que le pressoir, il allait falloir le tordre dans tous les sens pour pouvoir obtenir ce qu'on voulait. Et donc, plutôt que de passer beaucoup de temps à tordre cet outil-là et que ce ne soit pas réutilisable pour d'autres expériences, parce qu'on sait que le projet était trop spécifique, on s'est dit qu'on allait faire l'inverse, qu'on allait en fait essayer de profiter de toute l'expertise qu'on avait eue sur ce projet-là, et y compris aussi notamment de Servane Monjour qui est impliqué dans les ateliers de sciences publiques, pour essayer de penser une chaîne un peu différente, qui fasse un peu un pas de côté, pour penser vraiment une autre manipulation du texte et d'avoir un peu plus de souplesse par rapport à ce que proposait le pressoir, et donc avoir un rendu différent. Par contre, on s'est dit, on va pousser ce que voudrait faire le pressoir au final, et ce qui avait été fait notamment avec le projet d'Impact, c'est-à-dire de travailler le plus possible avec stylo. Et on s'est dit, on va le faire jusqu'au bout. Et on a réussi à le faire, c'est-à-dire qu'on a branché en fait une chaîne de publication sur Stylo. Donc Stylo, si vous ne connaissez pas, c'est un éditeur de texte sémantique pour l'écriture et l'édition des articles scientifiques. Donc c'est un éditeur qui est basé sur le format Markdown principalement et sur certaines règles de transformation qui permet en fait de pouvoir structurer sémantiquement très facilement un texte et ensuite de pouvoir avoir des formats de sortie très divers, du docx, du PDF, de l'HTML, mais aussi du XML compatible avec les plateformes de diffusion scientifique, et notamment le format Commons Publishing qui est proposé qui est notamment utilisé par Open Edition, Kern, etc. Et donc, on s'est dit, bah voilà, on va utiliser Stylo, parce que Stylo va nous permettre en fait de faire l'édition sans avoir à créer un environnement très riche, comme on avait pu le faire avec Natalia Guerrillus, par exemple. Et on va tout de suite utiliser cet environnement-là, ce qui nous fera gagner un peu de temps aussi et du temps de développement. Et donc, ça a très bien marché. C'est-à-dire que tous les textes ont été édités. Alors, je peux même vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Tous les textes ont été édités directement ici. Donc, on a créé un espace de travail dédié avec, comme vous le voyez là, alors je vais grossir un petit peu, tous les textes qui sont là. Et à chaque fois, donc, un certain nombre de règles qu'on a appliquées pour
pouvoir gérer ça au mieux, notamment la gestion de mots-clés très fine qui permet ensuite, vous allez voir après, des affichages très intéressants. Et donc là, vous voyez le texte. Donc là, on a une image, on a 2 images en tête de chapitre, enfin 3 même en tout. Et puis ici, on a le texte qui se déroule là, avec quelques petites particularités, notamment le fait que toutes les références bibliographiques sont dynamiques, c'est-à-dire qu'on a derrière une base de données pour les références bibliographiques, ce qui nous permet de les manipuler et d'appliquer aussi des styles bibliographiques très fins, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à la veille de finir en fait la version paginée, par exemple. On a fait énormément de réglages sur le style bibliographique parce qu'on voulait quelque chose de très précis. Donc ça a pu être possible parce qu'on utilise justement des références appelées de cette façon-là et qui sont ensuite transformées avec Pandoc et une fonctionnalité précise de Pandoc. On a aussi un certain nombre de liens hypertextes qui sont présents dans les textes et qu'on ne voulait pas forcément afficher partout. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne dans les résultats. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant dans Stylo, c'est qu'on a pu utiliser les fonctionnalités par défaut, c'est-à-dire de pouvoir attribuer un titre, une langue, un auteur, une autrice, et aussi, ici, très important, des mots-clés qui nous permettent en fait de pouvoir structurer très finement en fait l'articulation entre les textes. Donc ça, c'est un gros travail qui a été fait par les éditrices, de définir des mots-clés et de voir justement la répartition à l'intérieur des textes, de voir s'il y avait une logique qu'on pouvait conserver pour aboutir à cette version-là. Il faut quand même que je vous montre un truc à un moment ou à un autre. Voilà. Cette version-là, pour la version en ligne, alors qui va encore bouger énormément, hein, vous êtes les premières à la voir, mais ça va encore bouger énormément. L'idée, là, c'est qu'on a en fait un mur d'images qui permet d'accéder à ces différents textes qui sont en fait identifiés avec des couleurs spécifiques. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas terminées, hein, mais globalement, ça ressemble à ça. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer ici à la fois une structure relativement classique avec des grandes catégories. Vous voyez là, ici, métamorphose, révélation, témoignage d'auteur et d'autrice. Et puis, de pouvoir aussi avoir là le moyen de pouvoir croiser en fait ces textes-là via ici des mots-clés. Alors, ça, ce n'est pas encore finalisé parce que ce qu'on voudrait, c'est pouvoir donner une visualisation graphique de ces croisements-là. Donc là, c'est ce qu'on est en train de finaliser, un peu sous la forme d'une carte de métro, si vous voulez, avec des cheminements qui peuvent s'interconnecter pour voir que voilà, la lecture d'un texte peut rebondir avec la lecture d'un autre texte. Et donc, on a utilisé Stylo et une chaîne qui est principalement constituée avec un générateur de statistiques qui s'appelle Eleventy, qui permet en fait de manipuler des données très facilement. Et donc ça, on l'a fait avec Julien Taquet, qui est un designer qui est intervenu aussi sur la mise en forme de ce livre-là. Et on a, conjointement à ça, produit une version paginée que je vais vous montrer, là. Hop, qui va peut-être pas marcher du premier coup, mais peu importe. Et donc, cette version qui va charger, là, va mettre un petit peu de temps parce que ça demande pas mal de calculs. Cette version, en fait, paginée, elle est, en fait, c'est un site web qui est, en fait, la pagination est émulée avec un outil qui s'appelle Page.js, donc un polyfill JavaScript qui permet juste de forcer, en fait, certains comportements dans le navigateur pour pouvoir aboutir à cette mise en forme-là. Alors, c'est pour ça aussi que vous voyez ces traits bleus en fond, parce que ça, c'est la version de travail qu'on utilise avec Julien. Et donc, il y a eu une grosse intervention ici également d'Hélène Bochev qui a fait le travail d'édition, c'est-à-dire de reprise, de correction des textes et aussi de suivi de cette composition typographique. L'idée ici, c'était d'avoir un compromis entre les 2 projets précédents que je vous ai présentés, c'est-à-dire une composition générative, c'est-à-dire qu'on intervient très rarement sur le texte pour forcer des césures, par exemple. Le plus possible, on va tout automatiser. Et en même temps, d'avoir un rendu typographique, alors que je vais pas zoomer, mais vous allez juste me faire confiance, puis vous voyez le gris typographique là qui est assez élégant. Donc une composition typographique est censée être assez propre et pour permettre une lecture adéquate sur un format beaucoup plus grand que les autres livres des ateliers de sciences publiques, hein, puisque là, on est sur un format qui se rapproche fortement du format A4. Et donc là, on avait vraiment cette idée de pouvoir avoir à la fois la composition fine que je vous ai montrée sur un texte justifié très serré, et puis la mise en page générative permise ici par cette chaîne d'édition qui permet en fait de pouvoir ici avoir ce résultat-là.
Alors, on a continué de faire ce qu'on appelle du single source publishing, donc toujours pareil, une même source pour plusieurs formats de sortie, en intervenant vraiment à la marge sur certaines portions de texte quand vraiment c'était nécessaire. Et ça gênait pas du tout, en fait, ça gêne pas du tout la production en fait, de la version finale pour la version web. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Alors, on a eu des surprises, hein, forcément. Vous vous doutez que c'est pas passé toujours bien sur le design génératif. Beaucoup de problèmes à régler, notamment aussi pour des questions de maturité de la technologie de Pages.js qui est utilisée ici, hein. Parce que, notamment, des sauts de ligne à gérer d'une page à l'autre qui sont pas toujours très élégants ou des choses comme ça. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir, pour revenir, je vais juste revenir à mon schéma initial, c'était vraiment de pouvoir gérer ici très finement les liens entre conversion et transformation. C'est-à-dire que globalement, la conversion était opérée par Stylo et par Eleventy, et ensuite on est appliqué des feuilles de style sans toucher à cette structuration-là. Ce qui était un petit peu différent pour le livre de Marcello qu'on est en train de finaliser, dans lequel on a modifié à certains moments la structure. Donc là, il y avait vraiment l'idée de pouvoir appliquer des feuilles de style uniquement après ce travail de conversion et de transformation. Alors, pour finir ici, et pour revenir un petit peu sur les préambules que j'avais proposés, notamment les degrés d'expérimentation, vous voyez ici qu'on a eu différents espaces d'expérimentation. Alors, je ne serais pas capable ici de pouvoir qualifier à chaque fois chaque projet pour éviter en fait de les réduire à quelque chose, mais vous voyez qu'à chaque fois, avec les équipes d'édition avec lesquelles on a travaillé, on a pu en fait avoir des environnements très différents et à des parties du projet aussi très différentes. C'est-à-dire que la duplication, c'est clairement ce qu'on a fait en partie sur le premier projet, dans l'idée en fait de séparer des outils classiques de composition ou de mise en page pour pouvoir produire une version web, une version PDF similaire. On a peut-être adopté un fonctionnement un peu plus radical sur le dernier projet, notamment sur les questions de gestion de la composition générative, parce qu'on avait les moyens sur un format assez grand de pouvoir faire cette composition-là. En revanche, le deuxième projet, donc le livre de Marcello, on a poussé très très loin l'utilisation du pressoir, et ça a été l'occasion aussi de pouvoir créer un certain nombre de fonctionnalités qui étaient nécessaires pour faire ce livre. Donc là, on est allé très loin aussi sur pousser les principes initiaux de cette chaîne d'édition. Voilà, je m'arrête là, et puis si vous avez des questions, je pourrais revenir aussi sur les différents projets pour vous les montrer et revenir sur des points de détail, y compris sur les codes utilisés s'il y a besoin.